Bon les gars, est-ce qu'on peut juste arrêter 2 secondes pour parler du chara design monstrueux de Killingam? Waouh, waouh, waouh. Killingam, il est juste magnifique. Avec son style un peu rock'n'roll et tout. Franchement, Killingam, il est juste magnifique. J'étais sûr que le personnage nous réservait encore 2, 3 petits trucs, mais je m'attendais pas à ce que son chara design en fasse partie. Killingham, il est juste magnifique. Son chara design ne colle absolument pas avec son caractère, ou plutôt, lorsqu'il change de forme, il change aussi de caractère, étant donné que lorsqu'il était avec sa forme, on va dire animale, parce qu'on ne sait pas si la forme qu'il avait avant, c'était sa forme hybride, car là, dans ce chapitre, on nous explique que la forme avec son visage humain, c'est sa forme hybride. Du coup, on pourrait donc en conclure que la forme qu'il avait avant, la forme qu'on a vue depuis le début de l'arc Airbaf, c'était sa forme animale. Du coup, avec sa forme animale, on peut penser que son caractère est un peu paresseux, un peu dormeux, un peu nonchalant. Maintenant, avec sa forme hybride, on a l'impression de voir un nouveau personnage. On a l'impression que Killingham actuellement, il est plus tranchant, plus incisif, plus décisif. Et peut-être que ce changement de caractère est la conséquence de la présence de Imu. Peut-être que le changement de caractère du personnage de Killingham est influencé par la présence de Imu. Donc, le personnage de Killingham, pour moi, dans ce chapitre, c'était un peu l'une des attractions de ce chapitre. Il est vraiment magnifique, ça, il faut quand même le dire. Avec tout ça, à mon avis, sa puissance suit son chara design. Surtout qu'on n'a pas encore vu le personnage se battre réellement. En fait, on ne l'a littéralement pas encore vu se battre depuis que cet arc de Airbaf a commencé. Du coup, le personnage de Saint Killingham, à mon avis, c'est un personnage vraiment très très puissant. En tout cas, beaucoup plus puissant que Somos. Bon, peut-être pas beaucoup plus puissant, mais bon, de toutes les façons, j'avais déjà fait une vidéo à ce sujet. Pour moi, le personnage de Killingham, il a vraiment encore à montrer dans cet arc de Airbaf. Et pour moi, le chara design le plus éclaté des Chevaliers du Vin, c'est clairement le chara design de Somers. Et son chara design colle avec sa personnalité. Et ça colle aussi avec le niveau de puissance que le personnage peut avoir. Le personnage de Somers, j'ai l'impression que c'est un personnage conçu pour être ridicule. Comme on l'a vu se faire ridiculiser par Scooper Gaban, le Ratiboiseur. Donc, du coup, c'était un peu ça que j'avais à dire sur les Chevaliers du Vin. Surtout qu'avec le personnage de Killingham, on voit un peu, comment dire, l'influence, l'impact de son fruit du démon, étant donné qu'il est capable de créer, et ce de façon continue, les monstres issus des cauchemars des enfants. Et en plus, ces monstres ne meurent pas, ces monstres ne connaissent pas la mort. Et j'aimerais aussi noter un petit truc sur le personnage de Killingham, un dernier petit truc, c'est que le personnage de Killingham, parmi les chevaliers du vin qui sont apparus actuellement sur Airbaf, c'est le seul qui porte le casque des dragons célestes. Pourquoi? Bon, je n'ai pas réellement d'explication, mais j'aimerais quand même le noter. Pour ce qui est du chapitre en général, bon, ça ne nécessite pas une grosse analyse étant donné qu'on a l'hégémonie de Im qui se poursuit. Les géants ne font que se transformer au fur et à mesure en démons et on a les monstres issus des cauchemars des enfants qui ne font que rejoindre la flotte de Imu sur Airbaf. Du coup, Imu est en train de prendre progressivement le contrôle de Airbaf et Killingham et Somers ont demandé à Imu jusqu'où elle compte y aller. Bon, elle, on ne sait pas exactement si Imu est une femme ou c'est un homme, étant donné que Oda prend énormément de plaisir à nous faire tourner. Car dans ce chapitre, tu as Killingham qui va littéralement dire maintenant qu'il, elle, en faisant directement référence à Imu. Du coup, là, on se demande si Imu est un homme ou une femme. Franchement, moi, je me pose pas vraiment la question. Ça ne m'intéresse pas de savoir si Imu est un homme ou une femme. Peu importe ce que Imu peut être, tout ce qui a retenu du personnage, c'est son impact dans l'œuvre et sa puissance. Donc, du coup, je vais pas m'attarder plus longtemps sur le genre de Imu. Les géants sont de plus en plus inquiets car ils réalisent que Gaban, leur guerrier le plus puissant, a été vaincu. Ripley va aussi le réaliser et elle va dire vouloir aller sauver son fils Coron. Petit mot sur les Mugiwara. Bon, on a un Jinbe qui se retient. Il donne encore une chance à Imu parce que quand il va se fâcher, ce sera terminé pour Imu. Il n'aura aucune pitié pour Imu. Bon, on peut aussi remarquer que le personnage de Nico Robin s'est un peu éloigné du groupe, étant donné qu'au départ, elle était très près, très proche du groupe de Jinbe, le terrible Jinbe, le très puissant Jinbe, qui à chaque chapitre nous sort une masterclass des temps. Bon, on a donc Robin qui ne fait que s'écarter, s'éloigner. On se demande, bon, qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va réussir à se délivrer des ronces? Bon, on ne sait pas. Peut-être elle s'écarte juste de Jinbe pour ne pas être contaminée par la paresse et la faiblesse, la nullité de Jinbe. Bon, là, franchement, je la comprendrai complètement. Du coup, on va passer à la deuxième partie du chapitre qui est beaucoup plus intéressante que la première, étant donné que dans la deuxième partie du chapitre, bon, on entame sur un flashback d'il y a quelques minutes. Et le flashback d'il y a quelques minutes commence avec Chopper qui avait bondi. Déjà, félicitations à ceux qui avaient pu voir que Chopper avait bondi. Bon, c'est vrai que on l'avait vu au chapitre précédent, mais il y a 2 chapitres. C'était pas clair. On ne savait pas si réellement Chopper avait sauté, mais là, on remarque qu'il a réellement sauté pour aider Scooper Gaban quand il s'est fait planter par Genko. Parce que je tiens à le préciser,
Scopper Gaban ne s'est pas fait planter par Imu, mais plutôt par Genko. Nuance. C'est le même corps, mais c'est pas le même personnage. Du coup, tu as donc Chopper qui a bondi pour essayer d'amortir la chute de Gaban, car Gaban tombe quand même d'un gigantesque étage quand même, parce qu'il part du monde du soleil pour atterrir dans le monde des ténèbres. Par rapport à cette chute, avant de parler de la masterclass de Luffy, j'aimerais d'abord parler du fait qu'ils ont tous entendu un bruit lorsque Chopper a chuté. Franchement, entendre un bruit, étant donné qu'ils sont dans des chaînes de montagne, je ne sais pas à quel point le monde des ténèbres d'Elbaf est silencieux. Mais franchement, entendre ça, soit Chopper est tombé très proche du groupe de Luffy et tout ça, soit franchement, ils ont une nuit à la Piccolo. Ça, je comprends pas. Justement, en parlant de Luffy, bah Luffy, il a senti, non seulement il a senti, mais aussi il a su que c'était Chopper qui est tombé. Lui-même se demande comment est-ce que j'ai su que c'était Chopper. Et en plus d'avoir su que c'était Chopper qui était tombé, bah il a su que Chopper était tombé avec quelqu'un de très affaibli. Franchement, là, les mecs, il faut quand même qu'on en parle. Luffy vient de débloquer le HDO++, parce que là, ce niveau de HDO, c'est vraiment exceptionnel. Et là, peut-être que c'est un indice pour nous dire qu'il existe une autre évolution du Haki des Rois. Peut-être que c'est un indice pour nous dire que Gaban va apprendre à Luffy la maîtrise d'une autre forme plus avancée du Haki des Rois. Luffy, Zoro, Sanji et Ajroudine vont aller chercher Chopper et Gaban. Dans le même temps, Loki va recevoir un autre appel de Moza. Bah là, on peut se poser la question, qui est réellement Moza? Étant donné que Moza appelait Loki pour le remercier, étant donné que selon Moza, lorsqu'elle parle à Loki, elle se sent plus apaisée, elle se sent beaucoup plus tranquille. Là, tout le monde se fout un peu de la gueule de Loki, surtout Gert qui dira à Loki, tu as enfin trouvé un ami dans ce monde des ténèbres. Alors là, la première chose qu'on peut se dire, c'est que Moza est déjà dans le monde des ténèbres. Maintenant, on peut se poser la question, est-ce que Moza est un géant ou pas, étant donné que dans le monde des ténèbres, on sait qu'il y a des humains. Alors, je n'avais pas forcément fait le rapprochement, mais il se pourrait que Moza, ce soit l'un des coéquipiers, l'un des Nakama de Eustace Captain Kid. Après là, c'est un peu tiré par les cheveux, ça je vais pas vous mentir. Mais possible, hein, on ne sait jamais, peut-être que Moza serait l'un des partenaires de Eustace Kid et que le cauchemar dont elle parlait ou dont il parlait, étant donné qu'on ne sait pas si Moza c'est une femme ou un homme, bah peut-être que c'était l'affrontement avec Shanks. Là, ce n'est qu'une théorie, mais je la pose là comme ça. Juste après ça, Luffy et son groupe vont revenir tout en panique avec Chopper et Gaban. Tout en panique, pourquoi? Eh bien en panique parce que Gaban est vraiment dans un état déplorable et ils vont le dire à Ged et Ged va apprêter un peu tout pour attribuer les premiers soins à Scopper Gaban. Et là, Luffy va apprendre que Gaban faisait en fait partie de l'équipage de Roger. Et là, tu auras, je crois, Ajroudine ou je ne sais plus quel GR exactement, qui va dire que Gaban faisait partie de l'équipage de Roger. Et il était parmi les trois plus puissants d'ailleurs. Ils vont même dire que Gaban était le troisième. Et on a un Gaban là qui était inconscient lorsqu'il apprend que bah, tout le monde le considère comme étant le troisième plus puissant de l'équipage. Il va, comment dire, rassembler toutes ses forces, toutes les forces possibles pour dire non, j'étais le deuxième de l'équipage. Là, on peut clairement, hein, là, on va pas se mentir, faire un parallèle avec Zoro et Sanji. Bon, là, ça souligne aussi un truc, ça souligne aussi le fait que bah, Gaban et Rayleigh, en termes de puissance, c'était vraiment pas éloigné, étant donné que l'auteur, on a l'impression qu'il fait tout pour nous montrer que, ouais, en termes de puissance, Rayleigh et Gaban se valaient plus ou moins. Là, vous vous souvenez que au début de l'arc Ebaf, ou en tout cas, quand on a commencé à présenter le personnage de Scopper Gaban, on nous disait que bah, Gaban était au même niveau que Roger et Rayleigh. Maintenant, on a détaché Roger de tout ça. On a maintenant laissé Rayleigh et Gaban. Là, vous voyez maintenant qu'il y a une hiérarchie qui se construit. Même si je suis persuadé que Rayleigh, en tant que second de l'équipage, bah pour moi, c'était le deuxième plus puissant. Zoro va remarquer que Gaban est quand même blessé. Et pour ceux qui ne comprennent pas ce que ça implique, bah on parle là de l'une des ailes du roi des pirates. Et donc ils vont tous se poser la question qui aurait pu mettre l'une des ailes du roi des pirates, un type de ce calibre-là, dans cet état. Et là, Chopper va un peu expliquer la situation avec les monstres, les cauchemars et tout ça. Du coup, là, ils vont se faire submerger par une vague de Haki des rois. Le Haki des rois de Imu qu'on avait aperçu au chapitre précédent. Et ne l'oubliez pas, nous sommes dans un flashback d'il y a quelques minutes. Ce Haki des rois que nous avons vu au chapitre précédent, bah, les Mugiwara qui étaient dans le monde des ténèbres, le ressentent maintenant là dans ce chapitre. Du coup, tu auras tout le monde qui sera un peu en panique. On aura Zoro et Sandy qui seront en panique. Les géants qui seront eux aussi en panique. Luffy qui sera littéralement en sueur. Histoire de nous faire comprendre que là, ce n'est pas de la gnognotte. Et on aura donc un Loki qui lui aussi aura une réaction
complètement disproportionné. Il dira que là, vous aurez besoin de ça, vous aurez besoin de ma force. Bon, là, est-ce que quand il fait référence à sa force, il fait référence à son fouet du démon, ou peut-être à son marteau, ou peut-être à son acquis? Bon, on ne sait pas. Mais tout ce que j'ai à dire vis-à-vis de cette situation, c'est que même si Ajodine a prétendu qu'ils doivent monter dans le monde du soleil, bah, ils ne le feront pas au chapitre précédent, ou en tout cas, ils ne le feront pas aussi facilement, car Gaban et Chopper doivent leur apprendre, ou en tout cas, bon, je vais dire que, étant donné que Chopper sait que les chevaliers divins, pour les battre, il faut une méthode spéciale, bah, Gaban devra normalement d'abord leur dire avant qu'il n'y aille. Maintenant, pour en venir sur le personnage de Loki, il faut savoir que le personnage de Loki, là, pour lui, tous les moyens sont bons pour être délivré. S'il dit qu'ils vont devoir avoir besoin de sa puissance, bah, c'est juste parce qu'il veut qu'on le libère. C'est tout, il n'y a rien d'autre à dire. Il faut pas l'oublier, Loki est blessé. Ça me surprendrait vraiment qu'il se lève là, il monte dans le royaume du soleil et il se met directement à se battre. Car Loki est normalement blessé, à moins que la viande de Luffy était vraiment efficace pour soigner les maux de Loki. Donc là, il faut comprendre que Loki, pour lui, tous les moyens sont bons pour être libéré, étant donné qu'il avait même déjà essayé de manipuler Geth en lui proposant quelques bijoux et tout ça. Il a demandé à Geth, qu'est-ce que tu veux? Tu ne veux pas quelque chose? Geth a directement compris qu'il faisait ça juste parce qu'il voulait qu'elle le libère. Donc Loki, actuellement, tous les moyens sont bons pour lui pour être libéré. Du coup, à mon avis, avant qu'il ne monte, bah, il y aura ce problème des chevaliers divins qui va devoir être résolu. Du coup, Gaban va leur apprendre deux, trois petits trucs avant qu'il ne monte. Et autre chose, ça me paraît un peu suspect que Imu jusqu'à présent n'a pas encore remarqué le groupe des Mugiwara quand même. Imu qui semble quand même être assez omnisciente, elle semble connaître tout. Et tiens, en parlant du personnage de Imu, elle a parlé du roi Harald. Elle a dit que Erbaf serait déjà sur la domination, sur le joug du gouvernement mondial si Harald n'avait pas merdé. Là, je me pose deux questions. Est-ce que Imu dit ça parce que Harald a manqué une mission qui lui a été attribuée par le gouvernement mondial, ou est-ce que Imu dit ça parce que bah, Harald a réussi à les contrarier et il n'était absolument pas avec le gouvernement mondial? Bah, je tendrais à opter pour la deuxième option, étant donné que dans ce chapitre, on a un Loki qui va quand même dire à Ajodine que Harald était aussi mon père, lorsque Loki va quand même dire, ce mec, il a quand même un caractère de fou. Il a, je sais pas, comment dire, une arrogance de fou quand même, étant donné qu'il va dire à Ajodine que si tu veux connaître les détails de la mort de notre père, bah, tu vas devoir te mettre à genoux. Bon, bref, lorsque pour moi, Loki dit que bah, Harald c'était aussi son père, pour moi, ça prouve que bah, Loki il ne voulait pas tuer Harald, du coup, Harald n'était pas réellement son ennemi, et donc Harald n'était pas aussi l'ennemi d'Elbaf. Donc, du coup, il y a quelque chose, et je croirais potentiellement au fait que, à la théorie selon laquelle Harald s'est fait manipuler. Bref, les amis, la vidéo est arrivée à son thème. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Check la vidéo à l'écran, like celle-ci si elle t'a plu, partage, et puis nous, on va se dire à